Passons au domaine de la chirurgie fonctionnelle ORL, et j'appelle la communication de chirurgie fonctionnelle intracochléaire de l'implantation cochléaire à la régénération sensorielle par messieurs Sterkers, Guyenne, Kazbitchev, Ferrari. Vous avez la parole. Messieurs les présidents, merci. Chers collègues, je vais vous faire un survol de la chirurgie intracochléaire. En commençant par remercier mes collaborateurs qui m'ont tous suivi dans le transfert de services à la Pitié-Salpêtrière, de même que pour la recréation de l'unité de recherche, l'INSERM et l'université, qui a pour but de réhabiliter l'audition grâce à des techniques mini-invasives et robotisées. Alors, la surdité est un problème qui nous concerne tous, c'est un véritable problème sociétal, et ceci est à partir de questionnaires, donc il y en a sûrement plus. Vous voyez que ça touche énormément de monde, et que l'augmentation de la durée de vie va faire que nous aurons des difficultés auditives, et je vous donne le ton en ralentissant la voix, pour que nous puissions entendre dans le bruit, puisque c'est là notre problème de communication. Alors l'implantation cochléaire n'est pas quelque chose en fait assez récent. En 1957, John et Ariès à Paris ont montré qu'on pouvait stimuler une cochlée morte avec un courant électrique et stimuler les aires auditives. De là, un certain nombre de pionniers tout autour du monde ont conçu des implants cochléaires, et nous voyons entourés de rouge les 4 implants qui restent de cette période et qui dominent le marché. Un américain qui maintenant s'appelle Atlas Bionic, un français grâce à Henri Chouard et qui s'appelle Norelec maintenant, et puis un autrichien Medel et Nucleus qui est australien. Alors, 2 choses. D'abord, l'auteur de cette revue, Mike Winston, ainsi que Madame Hockmeyer et Graham Clark viennent de recevoir le prix Lasker de Baquet pour couronner ses travaux. Et d'autre part, les 2 autres compagnies qui ont été rachetées par des compagnies de prothèses auditives, ce qui veut dire que l'ensemble de tout maintenant se localise pas qu'à faire entendre les surdité totales, mais aussi un intérêt se porte à profiter de toutes les technologies pour améliorer l'audition dans toutes les conditions. Alors l'implant cochléaire, rapidement, est un système qui va permettre de stimuler grâce à un micro et tout par une chaîne de transformation des sons en un message électrique qui va aller dans la cochlée, qui a la possibilité de coder. Alors initialement, c'était fait pour des gens qui n'avaient plus du tout d'audition et aussi qui n'avaient plus du tout de compréhension. Ici, c'est un auditogramme vocal qui montre qu'il n'y a plus de capacité à entendre les bruits. Alors, la technique chirurgicale est une technique, je vais passer la technique parce que sinon je ne pourrais pas tenir dans le temps, qui est une technique à ciel ouvert qui consiste à aller faire une mastoïdectomie, une tapanotomie postérieure, une cochléostomie. Nous sommes en fait maintenant à la fin de cette avancée chirurgicale où ce n'est plus un problème d'introduire les électrodes ont nettement progressé. Les chirurgiens ont progressé grâce à l'environnement technologique qui est à la fois l'environnement radiologique qui nous permet de prévoir l'intervention, de même que des moniteurs du nerf facial qui sont fixés sur les fraises et qui nous permettent de détecter le nerf facial qui est la barrière à franchir avant d'arriver vers l'oreille moyenne et la cochlée. Mais on a évolué et on voit ici qu'on va réhabiliter des surdités qui sont nettement moins, qui ne sont pas des surdités totales, où il y a encore une capacité d'écoute, mais il n'y a plus de possibilité d'entendre dans le bruit. Donc malgré une prothèse auditive performante, et la communication est impossible. Et on voit les progrès des différentes électrodes qui progressivement se sont devenues de plus en plus fines, par certaines plus courtes pour pouvoir préserver les fréquences graves, et permettent même dans certains cas d'avoir une stimulation électrique de la base de la cochlée qui code la parole et de l'apex de la cochlée avec une prothèse acoustique permettant d'amplifier le signal temporel. De même, l'implantation cochléaire bilatérale est maintenant quelque chose de parfaitement admis tout autour du monde, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, et on voit qu'il y a une
une addition des deux oreilles qui permet d'améliorer l'écoute, d'arriver presque à 100% des tests, et surtout de permettre cela dans le bruit, ce qui est le but à atteindre. De même, on n'a pas de limitation d'âge, et dans une étude qu'on vient de conduire en France avec 10 centres référents, on voit que les scores cognitifs s'amélioraient. 75% des patients avaient une atteinte d'un ou des 6 tests qu'on a étudiés, et au bout d'un an de rééducation et de port de l'implant cochléaire, cela était descendu à 40%. En fait, le prérequis pour obtenir ces résultats, c'est d'avoir une qualité d'insertion maximale, et il est bien montré que dans la cochlée, si on arrive à laisser introduire cette électrode que dans la scala tympani sans léser la membrane basilaire et la lame des contours, c'est-à-dire en respectant toutes les fibres nerveuses résiduelles, on a le prérequis à avoir le meilleur résultat avec l'implantation cochléaire. Alors, on a mis au point un certain nombre de modèles de scala tympani, que ce soit des modèles artificiels, des cochlées qui sont micro-disséquées, et aussi des modèles animaux pour les études de préservation de l'audition et d'évaluation des drogues. Alors voilà ce que l'on enregistre sur un banc d'essai. Lorsque l'on fait une insertion manuelle d'une électrode dans une cochlée artificielle, on voit ce mouvement normal de la main humaine qui est fait d'un coup, alors qu'utilisant une insertion motorisée que l'on a mis au point, il n'y a plus aucune force appliquée et on peut s'assurer de ne pas avoir de lésion intracochléaire pendant la pose de cette électrode dans la scala tympani. Alors on a mis au point des bancs de mesure d'effort qui permettent, ici avec une cochlée artificielle, on peut voir l'électrode pénétrer dedans, et l'appareil qui est mis au point, qui va permettre de guider cette électrode, et on voit l'électrode qui rentre, et on voit en même temps la mesure des forces qui se font. Il n'y a pratiquement pas de force, on voit juste ces petits éléments-là ici qui traduisent le frottement de l'électrode sur le mur latéral de la cochlée tour basale, et puis au bout de la fin de l'insertion, on voit les forces monter, et ce qui indique qu'il faut éviter de tasser l'électrode. Alors on a mis au point aussi des systèmes qui sont avec des cochlées disséquées. Ici, vous voyez le tour basal de la cochlée où apparaît la membrane basilaire, et on va voir l'électrode qui va arriver et tourner cela en même temps que l'on va mesurer les forces, et on voit jusqu'où ici c'est le bout de l'électrode qui va s'enrouler sur principalement 2 tours de spire de cochlée. Alors ce système permet de reconnaître quand des insertions ne sont pas satisfaisantes par la mesure de la pente, et ici nous avons une insertion qui est normale, ici nous avons ce qu'on appelle une plicature de l'électrode, ou bien l'électrode va se coincer parce que la cochlée va avoir un diamètre qui va se diminuer, et on peut mesurer la pente, et nous mettons au point un système qui arrêtera l'insertion à ce moment-là, quitte à la reprendre avec la main. Alors voici un outil d'insertion dans le laboratoire qui a permis de montrer qu'en embarquant sur ce système un microcapteur, eh bien, nous obtenons le même résultat que quand des calibres qui étaient fiables et reproductibles que lorsque on mesure avec 6 capteurs. Donc ça nous permet d'avoir mis au point un système qui maintenant est en phase de pré-industrialisation, qui est pour avoir un inserteur qui a la capacité de mesurer le retour de force. Alors là, actuellement, l'évolution est vers l'abandon de l'intervention à ciel ouvert, mais de pouvoir la faire par un trajet mini-invasif. Alors on a montré que ce trajet existait et qu'on pouvait atteindre la cochlée sans embaucher le nerf facial, ce qui est la moindre des choses. Et enfin, avec l'utilisation de ce robot qu'on a mis au point avec l'équipe de Guillaume Morel à l'ISE,
plaisir, et qui aura d'autres applications, en particulier dans la chirurgie de l'oreille moyenne. Alors voici comment on a mis au point quel était téléguidé avec un navigateur, et en diminuant le diamètre des fraises, atteindre la cochlée et la rampe tympanique, ce qui permettait d'insérer, comme on le voit ici, dans tous les cas, les 5 cas qui ont été utilisés, cette électrode était insérée dans la scalade tympanique sans aucune lésion du nerf facial. Et d'ailleurs, un robot, actuellement, si on n'est pas les seuls à avoir cette idée-là, est mise au point actuellement à Berne, qui permet d'obtenir les mêmes résultats. Alors, de cela, comment l'appliquer au traitement des maladies de l'oreille interne? La plupart des laboratoires de recherche de l'oreille interne, en fait, s'intéressent aujourd'hui à sélectionner la cellule qui doit être réparée et à sélectionner la drogue qui pourra avoir un effet. Alors, on a eu un peu la position inverse, et de s'intéresser plutôt à comment atteindre l'endroit qu'on désirerait dans la cochlée, pensant qu'il allait mettre au point la fusée Ariane pour pouvoir lancer le satellite où on désirait et l'envoyer. Alors ça provient de mes années de recherche aux côtés de Claude Amiel dans les années 80, où on avait mis au point des modèles compartimentaux pour définir les échanges dans l'oreille interne et montrer qu'il y avait des barrières comparables à la barrière hématocérébrale qui ne permettaient pas d'avoir un accès facile par la voie vasculaire. En revanche, par les voies locales et en particulier par une petite fenêtre qui se trouve au niveau de la scalade tympanique, là où précisément on va insérer l'électrode d'un implant cochléaire, eh bien on avait accès à l'oreille interne. Alors, il y avait un certain nombre de cibles à envisager, ce que je laisse aux autres laboratoires, et en particulier l'équipe montpelliéraine de Jean-Luc Puel. Un certain nombre de drogues qui sont connues pour savoir, avec des effets variés, mais qui pour l'instant ne donnent que des résultats sur des cultures cellulaires ou des modèles qui n'ont pas d'application bien applicable sur l'homme, pour arriver à la sélection du vecteur. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, on se sert d'injections locales pour traiter que ce soit les suivités brusques ou les vertiges, en mettant soit des corticoïdes, soit de la fentanyl, mais avec une notion très approximative et en sachant aussi que dès qu'on déglutit, ce qu'on a mis dans l'oreille moyenne disparaît. Donc ça reste très empirique. Alors on s'est intéressé à la mise au point de gel d'acide hyaluronique pour pouvoir poser des gels avec un certain nombre de particules dedans, et d'autre part aussi de nanoparticules magnétiques pour pouvoir les faire migrer dans l'oreille interne à l'endroit désiré. Alors, la première, ce sont des nanoparticules qui sont avec un contrôle magnétique, et le problème était de comment les coupler au niveau de l'électrode et quelle longueur fallait-il implanter cette électrode. Alors voilà comment on a mis ça au point. C'est avec des solénoïdes, dans des vibrations dans des champs électromagnétiques, qui permettent de faire diffuser les produits à partir de ce champ électromagnétique. Ici on voit qu'il y a une zone qui devient de plus en plus marquée et permet d'atteindre la région désirée. On a aussi montré que c'était relativement, ces nanoparticules permettaient de survivre longtemps avec une bonne internalisation dans une lignée de cellules vestibulaires qui ont la propriété de pouvoir sécréter le milieu ambiant des cellules sensorielles, c'est-à-dire l'endolymphe. Alors enfin, il y a l'autre approche, c'est de mettre en place des implants, mais qui sont cotés de différents produits. Pour l'instant, on est à les coter avec la dexaméthasone, et de montrer que, d'une part, il y avait une pharmacocinétique tout à fait compatible et acceptable de reproductibilité, et d'autre part, que le fait de coter ces électrodes n'entraînait pas de modification de leur performance, c'est-à-dire de leur capacité à ne pas générer de lésions intracochléaires au fur et à mesure qu'on les introduit. Donc là, c'est un champ important, autant que on peut très bien avoir des électrodes de taille très variée. On sait qu'avec des petites électrodes de 6 ou 10 mm, on ne détruit absolument pas les restes auditifs. On peut même d'ailleurs garder, à part quelques fréquences aiguës, l'ensemble des fréquences. Donc
qu'il y a un moyen thérapeutique qui est évident. Il y a même aussi un moyen de rendre l'audition, pour les gens qui n'ont plus de bénéfices avec des prothèses auditives dans un milieu auditif bruyant, car ces petites électrodes peuvent être utilisées avec des implants qui seront totalement implantés. Alors voici les applications. Qu'est-ce qu'on recherche dans un traumatisme sonore? Eh bien, la zone de l'atteinte auditive est autour du 4 kHz, dans cette région-là. C'est là où on a accès par la fenêtre ronde. Donc, il faut apporter le produit juste à ce niveau-là, de telle sorte que l'on puisse prévenir ou guérir le traumatisme sonore. De même, dans la presbyacousie, ou toute forme d'atteinte des fréquences aiguës qui font perdre la capacité de discriminer la parole dans un milieu bruyant, eh bien, il faut tout de même avoir à ce moment-là une extension de la couverture de la cochlée plus importante et de pouvoir insérer le produit à ce niveau-là. Les perspectives amènent à, bien entendu, savoir faut-il réparer ou régénérer l'organe de Corti ou les structures adjacentes. C'est pour l'instant, bien entendu, du domaine d'une recherche fondamentale et la translation clinique n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais elle n'est pas loin compte tenu des outils que l'on a à notre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sterckers, pour cette brillante communication qui nous a beaucoup appris et augmenté sensiblement le niveau de nos connaissances dans le domaine ORL. Avant de solliciter des questions, je voudrais excuser le départ de notre secrétaire perpétuel qui avait un rendez-vous incontournable au ministère, qu'il avait voulu différer, mais sans succès. Alors, avant d'entreprendre les questions et la discussion, peut-être pourrions-nous demander à notre collègue et ami, le professeur Claude-Henri Chouard, de nous parler de cette robotique en ORL. Alors, Monsieur le Président, je voudrais d'abord, avant, faire une remarque à Sterckers, des louanges et une considération générale. La remarque, c'est que la première image que vous avez montrée, l'histoire de l'implant cochléaire, elle est fausse. Elle est fausse parce que vous savez très bien que le brevet Bertin date de 1977 et que Wilson, il était encore en culotte à ce moment-là, et que Wilson, dans ses publications, n'a jamais cité le brevet Bertin, jamais. Et d'autre part, le brevet Bertin est tellement utile, il a tellement une influence sur tout le développement des implants cochléaires en France et dans le monde, que dès qu'il est tombé dans le domaine public, eh ben, il était bien servi à appareiller les prothèses auditives conventionnelles, qui emploient, elles, également, le même principe que... Bon, alors ça, c'est une critique, mais elle est vénielle, tant les louanges que je vais vous faire sont importantes. Moi, j'étais complètement fasciné par la technologie que vous avez développée, par le principe, et puis aussi par cette vision d'avenir que vous a permis votre formation en sciences fondamentales préliminaires, et la richesse que ça représente pour les jeunes étudiants de leur conseiller de faire de la recherche fondamentale comme c'est maintenant la mode, parce qu'après ça, quand ils en arrivent à l'âge où on est en pleine forme de sa force, on a des idées originales comme ce que vous proposez comme application à votre technologie matérielle qui est en elle-même essentielle. Voilà, je vous dis bravo. Donc je t'avais proposé d'introduire ta propre communication. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Très volontiers, d'autant plus que les hasards de la réponse m'ont fait me rendre compte du fait que je ne connaissais plus rien en matière de robots en ORL, et j'ai demandé à Olivier Acoreille, qui lui a une très grande expérience, puisqu'il sait ce que c'est, il va vous dire ce qu'il en pense. Olivier. Alors Olivier, vous avez la parole.